Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Daniel Pilon, chroniqueur, libre-penseur, bienvenue à cette émission très spéciale dans laquelle je reçois un médecin généraliste qui pratique activement au Québec. Monsieur Pierre Thériault, bonsoir. Bonsoir. Alors, Pierre est médecin pratique depuis 36 ans, médecin généraliste, et tu œuvres dans un CLSC. C'est bien ça? Oui. Si je peux parler un peu de mon parcours. Vas-y. J'ai fait ma formation à l'Université Laval, en médecine générale. J'ai commencé ma pratique en 84 à l'hôpital de Marion-Gaspésie, où je faisais de l'urgence et de la médecine hospitalière et de l'assistance opératoire. Je suis retourné à Québec en 88, où j'ai fait de l'urgence. En 90, j'ai commencé à travailler en CLSC dans le contexte de la réforme de Marc-Yvan Côté, avec mandat comme chef de service de mettre en place des services médicaux en CLSC. Donc, j'ai travaillé là-dessus sur quelques années. On a mis en place des services de consultation générale, de rendez-vous sans rendez-vous, puis de maintien à domicile. Après ça, je suis allé en bureau privé. J'ai travaillé en cabinet privé. Et puis, en 2002, je suis revenu en Gaspésie. Puis, j'ai fait un peu de bureau privé. Puis, après ça, j'ai établi ma pratique en CLSC pour pouvoir passer le temps que me donner un cadre de pratique qui me correspondait. Là. Donc, j'ai une clientèle prise en charge de généralement plus de personnes âgées. Je ne fais pas d'obstétrique, donc je ne vois plus de pédiatrie. Donc, j'ai une clientèle de personnes d'âge moyen, et des jeunes, quelques jeunes, mais surtout une clientèle plus âgée, là, et des gens vulnérables. Moi, je voudrais te remercier d'avoir accepté, Pierre, mon invitation. Là, les gens qui s'énervent, là, c'est un médecin, là, pas obligé d'appeler tout de suite au collège des médecins. C'est un médecin qui va jaser avec moi calmement. Il est conscient qu'il marche sur des œufs. Monsieur Thériault est un homme articulé, et puis il ne se lève pas la nuit en rêvant de perdre son titre. Mais on pense que un bon dialogue, ça peut être constructif pour tout le monde. C'est pas vrai que tout le monde est interdit de parler partout. Il faut juste quand même peser un peu nos mots. Et puis, bien sûr, on va amener M. Thériault assez rapidement dans le vif du sujet, qui est la crise du coronavirus. Mais avant ça, justement, parlons des ordres professionnels. Toi, Pierre, tu te rapportes au Collège des médecins. Oui. Est-ce que tu dis souvent avec eux? Est-ce que tu payes ta cotisation, tu n'en entends pas parler? Ou comment ça fonctionne? Ben écoute, là, je suis quand même, je suis le collège, j'imagine que le collège me suit. Salutations aux gens du collège. Donc, on a un rapport, puis je comprends, écoute, le rôle du collège, c'est la protection du public, et on est là-dessus, on est d'accord. Donc, on est là pour assurer aux clients, aux gens qui nous consultent, des soins de qualité, puis selon les règles de la science et de l'art. Donc, sur cet objectif-là, on est en parfait accord. Puis, dans la mesure où ils ont à traiter des plaintes me concernant, ben écoute, ils font leur travail. Moi, je fais de mon mieux. Moi, j'ai un serment, j'ai un engagement. Je ne remets pas en question mon engagement pour mes patients. Okay? Quand tu parles de serment, est-ce que c'est ce qu'on appelle le serment d'Hippocrate? Tout à fait. Le patient avant tout, c'est ça? On a un serment. Moi, je dis à mon monde, je n'ai pas le droit de vous mentir. Puis, je ne suis pas là. Quand on parle de la science, ça m'est déjà arrivé de me faire inspecter par le collège. Puis, le médecin qui venait faire l'inspection a dit, vous savez, Dr. Thériault, la science, c'est nous qui l'avons. Puis moi, ma réponse à ça, c'est on a une science, je ne pense pas qu'on a la science. T'sais, pour moi, la science, ce qui était vrai quand j'ai complété mes études, c'est pas tout vrai aujourd'hui. Il y a des choses qui, scientifiquement, on aurait cru pas possible. Moi, dans mon temps, là, quand j'ai commencé, quelqu'un qui faisait une crise cardiaque, là, il était fini, il restait chez lui. Et moi, j'ai des patients qui ont fait des crises cardiaques, qui se promènent en vélo, qui sont plus en forme que moi. Il y a des gens qui ont eu des transplantations cardiaques, puis le docteur, des médecins des centres de réadaptation, le Martin Junot, les amène par des expéditions sur des glaciers. Moi, je ne suis pas capable de les suivre. Donc, on a avantage. Si on considère la science médicale comme quelque chose qui est évolutif, qui est changeant, puis qui mérite d'être mis en question. Donc, moi, je ne prétends pas savoir. Je prétends avoir une expérience et des connaissances, mais surtout une responsabilité envers mes patients. Et ce que je cherche à faire, c'est de les aider à comprendre ce qui les arrive pour qu'ils puissent prendre pour eux les meilleures décisions qui les concernent. Moi, je ne suis pas là pour dire à quelqu'un qu'est-ce qu'il doit faire. Je suis là pour lui recommander ce qu'il peut faire. Dans la situation où on est, c'est très différent parce qu'on ne demande pas aux gens quoi faire. On leur dit qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ils doivent se conformer. Et là, moi, je ne suis pas là pour dire à la santé publique comment faire leur travail. Je ne suis pas là pour dire au gouvernement comment faire leur travail. Écoute, les rapports que je pourrais avoir au collège au niveau de la situation qu'on vit, ça serait beaucoup plus de leur exprimer mes préoccupations et mes questions puis d'essayer d'engager un dialogue avec eux. Okay? De la même façon avec mes collègues. Il n'y a pas beaucoup de dialogue. Là, si je comprends bien, tu me corrigeras. Actuellement, la santé publique
applique des directives dans la crise du COVID-19 qui arrivent de l'Organisation mondiale de la santé. Les médecins au Québec sont-ils consultés? Est-ce que le Collège des médecins a rapport à ça ou ça arrive directement de l'OMS? Qu'est-ce que tu en sais? Ben écoute, on se réfère à l'OMS, OK? Puis l'OMS sont capables de se tromper, puis ils se sont trompés. Donc, une recommandation, ça demeure une recommandation. Une loi, c'est une loi. Excuse-moi, je vais fermer mon téléphone. Pardon? Il n'y a pas de problème, c'est des choses qui arrivent. Puis c'est là que c'est important de distinguer là, puis de bien situer les choses. Moi, je ne suis pas là pour attaquer qui que ce soit. Je ne suis pas là pour mettre de l'huile sur le feu. Tu sais, j'ai accepté d'en parler parce que je pense que ça mérite qu'on en parle. Dans la mesure où on peut aider les gens à se faire une idée, puis finalement, là, chacun va faire son idée, puis chacun est responsable de s'informer, d'aller chercher l'information, puis de remettre en question l'information. L'information qu'on nous donne, je peux ne pas être d'accord avec. Je peux avoir des sources d'information qui me font mettre en doute l'information qu'on me présente. Comme quand j'ai un patient, ce que le patient me dit, c'est ce qu'il me dit. Si mon examen et mes évaluations me disent que le patient n'est pas honnête avec moi, il me dit qu'il n'en prend pas d'alcool, mais que son taux d'alcool dans le sang est élevé, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Et donc, nous, on écoute, on considère, on évalue, puis on fonctionne avec les données qu'on a. Quand M. Legault dit que les anti-masques sont des gens non responsables, ben écoute, les anti-masques... moi, ça vient me chercher. OK. Qu'est-ce que tu en penses? Ben écoute, là, tu sais, quand est-ce qu'on porte un masque? Moi, je porte un masque dans une situation où je veux offrir à mon patient un champ où il ne risque pas de pogner les microbes que je risque de postillonner dans sa plaie ou dans sa face. Okay? Si j'ai aucun symptôme et que je ne postillonne pas, okay, il y a des situations où je n'ai pas peur de contaminer un patient, puis ça va être pour moi préférable, plus productif, de parler directement avec le patient que de mettre un masque. Parce que dans la mesure où la communication est importante, ce que je vais communiquer, j'aime que les choses soient claires. Puis le langage, il se fait à plusieurs niveaux. Il y a le langage et la métacommunication. Si mon attitude n'est pas conforme avec les paroles, ça crée une communication qui n'est pas claire. Moi, ma communication que je cherche à communiquer à mon patient, c'est que je ne vous mettrai pas en danger sciemment. Mais les situations en médecine où il n'y a aucun risque, dès qu'on intervient dans une situation, on ne sait pas ce qui va arriver. On gère constamment un risque. On cherche à le minimiser pour le bénéfice du patient. Puis, dépendamment de la compétence et des circonstances dans lesquelles on est. Écoute, moi, comme j'expliquais tantôt, ça peut m'arriver de faire de la petite chirurgie ou des interventions mineures dans mon bureau. Je n'ai jamais eu d'infection. À quelque part, je dois faire de quoi de correct. J'avise mes patients qu'il y a un risque d'infection, puis qu'on va prendre des précautions. Et on les prend. Et j'ai jamais eu d'infection. Okay? J'ai eu moi-même une intervention, là, une fracture de coude où j'ai eu à avoir une plaque dans une salle d'op par un orthopédiste très compétent. J'ai fait une infection de plaie pour laquelle j'ai besoin d'avoir des antibiotiques pendant des semaines de temps. Donc, on a beau mettre, il y avait beau avoir des précautions, puis on beau avoir fait ce qu'ils ont fait, j'ai fait une infection. Comment vois-tu la dangerosité du COVID-19? Je ne sais pas si tu as suivi les statistiques cet été. Au moment où je te parle, à ma connaissance, il y a 119 personnes d'hospitalisées à la grandeur du Québec. Là-dessus, tu sais comme moi que ça doit être 80-90% des personnes âgées. Alors, à quel point on est en pandémie, selon toi, toujours en marchant sur des œufs, mais on disait les vrais chiffres, là, 119 personnes hospitalisées au Québec. Bon, moi, j'étais en congrès à Montréal la journée où M. Legault a annoncé qu'on recommandait aux gens d'éviter de se retrouver dans des groupes de plus de... Il y avait un congrès de 500 médecins, puis il annonçait la pandémie. J'ai évité de me présenter au congrès des dansage, je l'ai fait par Skype, justement. Pourquoi? Parce que j'étais fatigué, j'étais en ressourcement. Je voulais surtout pas aller... Je me dis, la meilleure place pour poigner un virus avec une gang de docteurs fréquents des malades. Oui. Bon. Ça, puis une rangée de pharmacie. Ça, puis une rangée de sirop dans la pharmacie. Bon, tu sais. Puis dans un avion revenant, là, en passant dans la ligue des douanes, en sortant des avions où tout le monde a été pendant 7-8 heures à respirer le même air, ils sont fatigués. Puis là, bon, ils attendent de passer aux douanes, puis tout le monde est empilé les uns les autres. Ça, c'est une belle place pour poigner un virus, ça. Puis en plus, le gouvernement a décidé que tout le monde devait passer par les mêmes aéroports au lieu de répartir ça dans les pour décongestionner, justement. Bon. Mais la dangerosité avec le recul, moi, je suis plus inquiet des gens qui vont se suicider parce qu'ils font faillite, des gens qui vont se suicider parce qu'ils sont découragés. Je suis inquiet des enfants qui se retrouvent, l'impact que cette situation-là va avoir sur l'imaginaire et le développement des enfants dans les écoles, les parents qui ont à gérer ça. Il y a des conséquences réelles aux décisions qu'on prend actuellement. Moi, depuis le début de la pandémie, je n'ai pas eu un cas à traiter. Et j'ai eu des gens que j'ai dû traiter parce qu'il y avait des complications reliées au port de masque. Puis j'ai eu à traiter des gens qui ne toléraient pas le masque. Ça, c'est Tu en as beaucoup de ça? J'ai des gens qui me le demandent. Si je regarde dans la proportion de ma pratique, les gens me le demandent. Pourquoi ils me le demandent? Parce qu'ils espèrent que je vais prendre le temps de les écouter, puis que je vais avoir le courage de les appuyer dans leur démarche.
puis que je vais les écouter, puis que je vais être capable de comprendre les inquiétudes qui sont réelles, et les effets qui sont réels. Quand je soigne une patiente qui fait une sinusite et une bronchite après avoir porté le masque, c'est une réalité, ça. Quelqu'un qui a des migraines et qui ne tolère pas son masque au bout de quelques minutes, là, c'est une réalité, ça. Puis j'imagine que moi, j'en ai. Je ne suis pas dans une pratique à haut débit, moi, là. Mais si je regarde le nombre de cas que j'ai eu pour la charge de patients que j'ai, j'ai aussi des personnes âgées qui sont dans des résidences pour personnes âgées qui n'ont pas le droit de voir leurs voisins. Une dame qui se promène dans le couloir où elle demeure, la madame de 100 quelques années en face de chez elle, elle pleure pour qu'elle l'aide pour aller la conduire à la toilette. Elle rentre dans la chambre pour aller l'aider, aller à la toilette. Puis l'infirmière ou la dame qui part dans le couloir, elle dit: qu'est-ce que tu fais là? Elle dit: j'aide la madame à la toilette. Tu n'as pas le droit. En quel honneur? C'est quoi cet acharnement-là? Ben là, vous êtes en train de nuire à son autonomie, l'excuse qu'elle a reçue. Et là, la madame de 100 ans, elle se sert de l'autonomie qui lui reste pour demander de l'aide à sa voisine, qui veut bien lui donner. Mais ça, c'est un exemple des dérapages auxquels on fait face, tant qu'à moi. Là. Parce que l'impact que ça a, déjà d'être âgé, d'être dans un environnement où tu n'es pas vraiment chez toi, le goût de vivre et le goût de mourir, ça dépend de quoi. Il y en a beaucoup qui décident de s'en aller. Il y en a qui décident de s'en aller. On en a entendu des témoignages, tu n'as pas besoin d'en rajouter là-dessus, hein? On en a entendu beaucoup. Ben, c'est ça, quand tu n'as plus de qualité de vie, tu n'as pas le droit de voir tes enfants, tu n'as pas le droit de voir tes petits-enfants, tu ne peux même pas voir tes voisins, d'échanger avec eux, ça peut être plutôt déprimant, ça. Ça, c'est pas très bon pour le SAMU militaire. Puis il y a en gériatrie ce qu'on appelle un syndrome de glissement. Quelqu'un qui décide de se laisser mourir, il va mourir. Puis à partir du moment où la personne a le COVID, même si elle a 90 ans et a d'autres maladies, ouais. Alors à ce moment-là, la visite, c'est masqué, lunettes, masque. J'ai vu ma propre adjointe, elle va voir sa mère pratiquement habillée en scaphandrier. Et elle a, dans le fond, et la dame n'a même pas le COVID. Alors, c'est en quoi ça justifie? Il y a quelque chose peut-être qui m'échappe avec ça. C'est devenu si dangereux que ça, aller voir une vieille personne à l'hôpital. C'est dangereux pour qui? Pour la personne à l'hôpital, pour le visiteur ou pour. En milieu hospitalier, ben là, je ne sais pas. En milieu hospitalier, ils ont des règles de fonctionnement, puis ils ont des mesures de précaution, puis ils ont une circulation et tout ça qu'ils doivent gérer. Puis là, OK, moi, je ne travaille pas présentement dans ce contexte-là, puis heureusement. Là. Moi, je travaille avec des gens que je vais aller voir à domicile s'ils ne sont pas capables de se déplacer, ou qui vont venir me voir dans mon bureau, ou on va faire nos consultations par téléphone. Là, hein. Mais je pense que chaque situation mérite d'être évaluée, puis à la limite, de convenir avec la personne où elle est confortable. Moi, quand je suis avec quelqu'un qui n'est pas confortable parce qu'ils ont peur, okay? Parce que si je ne porte pas le masque, même si je ne pense pas être un danger pour cette personne-là, je n'irai pas créer une inquiétude que je peux calmer rien qu'en portant un masque. Mais dans ma tête à moi, là, c'est pas parce que je porte un masque que je suis moins dangereux ou que je suis plus dangereux pour la personne. Si je pensais contaminer une personne vulnérable, Dieu sait que j'en ai dans ma pratique. Okay? Premièrement, là, je n'irai pas me présenter si j'ai une grippe auprès d'une personne qui a une maladie pulmonaire, puis qui est fragile, puis qui est vieille, puis qui est immunosupprimée. Okay? Je vais rester chez nous. Puis je vais me soigner, puis je vais y aller quand je penserai que je ne me présenterai pas. Tu sais que le bénéfice versus le risque est acceptable. Et dans la vraie vie, dans un endroit public, ouais. Si une personne avec masqué rencontre une autre personne non masquée, donc, c'est quoi qui se passe dans la dynamique du virus? Est-ce que la personne masquée est protégée contre celle qui est non masquée? Est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que tu peux nous éclaircir là-dessus? Ben, moi, je ne pense pas que les masques en tissu ou les masques de procédure protègent, filtrent d'une façon vraiment satisfaisante, démontrée scientifiquement. T'es vraiment là contre la personne qui le porte, contre le virus. Moi, quand je porte un masque, comme je vous l'ai expliqué, c'est pour éviter de contaminer un champ de par mes sécrétions. C'est pas pour me protéger, c'est pour protéger mon patient. Si je veux me protéger, si je rentre dans la salle d'un patient infecté, ben là, j'ai besoin de m'équiper avec une blouse, des gants, à la limite un chapeau, une visière puis un N95. Quand on fait les tests à l'hôpital, c'est les équipements de protection personnelle, c'est pour protéger le personnel. Et quand je sors de cette chambre-là, ben là, j'ai à enlever, selon une procédure, tout ça, puis jeter ça, pour ne pas contaminer les autres personnes que je vais voir après. Il y a le contexte du médecin dans la chambre d'hôpital, mais dans le contexte de la vie sociale, quand les gens, là, la croyance populaire, ce que je comprends, et c'est carrément ça, c'est que les gens se sont fait rentrer dans la tête que quand tu mets un masque, c'est pour protéger les autres. Donc, si tu n'adhères pas à ça... Le Dr Fauci, là, au début de la pandémie, lorsqu'on l'a interrogé sur les masques, il a été le premier à dire que ça ne donnait rien. Comme Arruda. Bon. Puis le Dr Fauci, quand il a témoigné là, devant le Sénat, là, okay, si vous l'avez vu taponner son masque, là, le mettre et l'enlever, là, okay, ça dit tout. Là. Il n'était pas en train de... Il était en train de vouloir montrer aux gens que c'est important de porter le masque là. Mais
médicalement parlant, là, mettre et enlever, puis à jouer avec, là, on protège pas la personne contre le virus. On risque de se contaminer bien plus que n'importe quoi. Là. Parce que premièrement, les masques ne filtrent pas. Ils filtrent les gouttelettes. Hein? Mais les gouttelettes et le virus, une fois qu'il est dans le masque, là, il y a bien plus de chances d'avoir une concentration, une charge virale, parce que tu le filtres, donc tu es en train de le concentrer, et là, tu le respires de proximité. À la limite, à mon avis, on peut augmenter notre risque si on est dans un environnement où le virus est présent. Hein? Puis, il y a la question de la charge virale, il y a la question de la vulnérabilité de la personne, hein? Puis il y a la question de la durée d'exposition. Donc, toutes ces choses-là sont à considérer. Là. Puis, moi, quand on me dit, bon, on ne pourra pas avoir une vie normale avant d'avoir un vaccin, ça me décourage un peu. Parce que, premièrement, moi, depuis que je pratique, on ne m'a pas présenté un virus pour la grippe ou pour le rhume. Empêcher le rhume ou la grippe d'arriver à chaque année. Là. On n'a pas empêché le H1N1, on n'a pas empêché le SRAS. On n'a pas empêché. Les maladies virales, c'est des maladies, on parle des virus émergents. C'est quelque chose qui évolue. Donc, si on veut améliorer notre protection contre les maladies infectieuses, travaillons sur l'hygiène de vie, travaillons sur des environnements sains, travaillons sur des contextes où on a un air qui est sain. Mais écoute, c'est pas si le masque était facultatif, est-ce que ça ferait du sens? Quand on regarde ça de l'angle, bon, celui qui a peur, il va être rassuré. Et puis, bon. Une personne qui craint d'être porteuse parce qu'elle a des symptômes et qui n'est pas malade au point qu'elle considère qu'elle devrait se confiner à domicile. Bon, là, on a encore la question des tests. Si tu as testé positif, ton test, es-tu vraiment bon? Premièrement. As-tu vraiment le virus ou un virus semblable? Puis, le virus que tu as, es-tu très malade? Si quelqu'un a testé positif, COVID, puis qui n'est pas malade, moi, je voudrais son virus à lui. Est-ce que tu savais qu'il y a 77 joueurs de la Ligue nationale de football qui ont été testés positifs? Ouais. Et la NFL, la puissante NFL, a engagé un labo privé. Et finalement, les 77 sont négatifs. Bon. Donc, c'est l'anarchie totale. Comme médecin, là, on le sait qu'on a des examens qu'il faut interpréter. Moi, si j'ai un test positif, mais mon patient, là, il est-tu malade ou pas malade? Si j'ai un patient qui est malade et qui teste négatif, je vais le soigner pareil. Si j'ai un patient qui teste positif et qui n'est pas malade, je n'aurai pas la même attitude. Donc, on appelle ça asymptomatique, c'est ça? Asymptomatique? Il faut valider un test, c'est un instrument, c'est un outil diagnostique. Mais un test, ce n'est pas un diagnostic. Pourquoi autant de tests COVID au Québec? On est rendu à 1 200 000, je pense, en date d'aujourd'hui. C'est quoi cet acharnement-là à la multiplication des tests COVID? Ben écoute, là, si on a un test, puis on en a un, on peut chercher à évaluer, y est-tu bon, y est-tu pas bon, y est-tu fiable, y est-tu pas fiable? Bon, on va le savoir à l'appliquant. Okay? Puis ça, ben, c'est les médecins qui vont se faire leur opinion sur la validité du test. Moi, si vous me donnez une règle de 12 pouces, mais qui ne mesure pas 12 pouces, là, ça se peut que les murs soient croches. C'est l'autre règle que l'autre menuisier utilise a vraiment 12 pouces. Si on a toutes des règles de 12 pouces, mais on n'a pas toutes la même 12 pouces, puis qu'on travaille sur le même chantier, ça se peut qu'à la fin, il y ait des problèmes. Donc, il y a toutes sortes de tests pour évaluer quelque chose. Il faut savoir là, que ce n'est pas 100% efficace. Il faut savoir l'utiliser à bon escient, à mon avis. Mais si je me casse le bras, ouais. Je m'en vais à l'hôpital. Ouais. Ça m'est arrivé il y a 3 ans en jouant à balle, j'ai un accident, je casse le bras, je me suis ramassé à l'hôpital. Et là, on va m'exiger le test COVID. Pourquoi on exige à tout le monde le test COVID? Ce qu'on entend, c'est que là, les gens sont rendus qu'ils ont peur d'aller à l'hôpital. Je sais que ce n'est pas ton milieu de travail, mais on est en train de créer un genre de psychose, à moins que je rêve, d'aller à l'hôpital. À cause, c'est pas tout le monde qui veut le test COVID. Le cuvillon qui rentre assez profond au milieu de la... Dans le nez, dans la gorge de la nase. Ça se rend loin. Pourquoi le test COVID? Est-ce que, ou tu as mieux pas répondre, c'est correct, là, mais y a-t-il une raison logique de vouloir absolument savoir, bon, OK, il est positif. Il est en santé, il n'y a rien, mais il est positif. Ça donne quoi à qui? Écoute, c'est dans les mesures auxquelles, on a le droit de pas être d'accord. Si tu es obligé de le faire parce que c'est la politique de l'hôpital de le faire, tu es obligé de le faire parce que c'est la politique de l'hôpital de le faire. La raison, c'est parce que c'est la politique de l'hôpital de le faire. Hein? Mais c'est partout. C'est partout. Bon, mais à savoir si c'est vraiment utile pour le patient, puis c'est vraiment ça qui va sécuriser le milieu. Dans le contexte où nous sommes, je pense qu'on moi, j'ai pas la réponse. OK?
c'est pas moi qui fais la politique, c'est pas moi qui est en charge, c'est pas moi qui ai la responsabilité. Je pense pas que les comités ou les gens qui ont pris cette décision-là, ils ont pris cette décision-là et ils l'appliquent. Ça, c'est comme de dire que la vitesse sur la route, c'est 100 km/h. Tu peux rouler à 110 et avoir une conduite très sécuritaire et d'avoir un ticket. Si la police décide qu'il t'en donne une parce que son patron lui a demandé de donner un ticket. Hein? Mais dans un milieu professionnel, puis particulièrement en médecine, quand on dit qu'on est des professionnels, on est supposé utiliser notre bon jugement et notre discernement parce que les situations sont complexes. Si c'était simple, on n'aurait pas besoin d'être des professionnels. Si c'était simple, on n'aurait pas besoin d'arriver à un consentement éclairé avec le patient. Mais là, ce qui est inquiétant, c'est que tout l'aspect de consentement éclairé risque de se perdre sous l'application de protocoles qui ne sont pas nécessairement justifiables, qui pourraient changer, qui changent, qui évoluent, sans qu'on ait vraiment toutes les données nous permettant de prendre. Et puis, quand on est dans le doute, en médecine, là, le premier principe d'Hippocrate, c'est dans le doute, s'abstenir. Et le deuxième qui est égal, c'est d'abord ne pas nuire. Donc, si moi, je risque de... Si je fais un prélèvement, et parce que j'ai causé une abrasion au niveau de la muqueuse, même si mon écouvillon n'est pas contaminé, mettons qu'il l'est, mais mettons qu'il ne l'est pas, est-ce que je favorise, est-ce que j'augmente ton risque de pogner le virus parce que j'ai écouvillonné le fond du nasopharynx? Un consentement éclairé, ça serait de dire aux gens, on aimerait pouvoir vérifier avec ce test-là, qui n'est pas 100% efficace. Vous n'avez pas de symptômes, le risque est faible, on voudrait vous faire un écouvillonnage. On demande pas la permission aux gens, là. Non, il n'y a pas de discussion. Encore là, il n'y a pas de discussion là-dessus. Ah, ben moi, j'ai de la misère avec ça. Mais quand on parle de deuxième vague, ouais. Moi, personnellement, là, depuis le mois de mai, je pense qu'on entend parler de la deuxième vague. Est-ce qu'ils sont prophètes? Est-ce qu'ils sont devins? Est-ce qu'ils ont de l'information qu'on n'a pas? J'écoutais des professionnels reconnus comme Dr Raoult, Dr Toussaint en France, etc. Une chose est certaine, la grippe existe, le rhume existe, l'hiver s'en vient, puis l'automne s'en vient, puis en plus, il va y avoir des élections présidentielles au mois de novembre aux États-Unis. Puis il y a des gros enjeux. Bon, il y a des liens, il y a comme des liens entre Trump. On est en train de vivre une guerre mondiale contre un ennemi invisible, puis qui va complètement modifier, si on se fie à la tendance, toutes nos habitudes pour toujours. Bon. J'aime pas entendre ça. Bon, notre pouvoir, notre responsabilité, c'est quoi? Et vous, là, les décisions que vous prenez pour vous, là, vous cherchez à les prendre pour le mieux, selon l'information que vous avez. Donc, vous cherchez à vous informer auprès de gens qui ont démontré, OK, qu'ils étaient de parole. C'est triste, là, mais si on regardait le nombre de fois que le gouvernement n'a pas respecté sa signature, ils sont vraiment mal placés. Parce que quand c'est le temps de négocier avec les infirmières, là, que ça ne fait pas leur affaire, bien, ils votent une loi. Est-ce que tu trouves qu'il manque de débat dans la société québécoise actuellement, dans la crise du COVID-19? On a les médias qui, à mes yeux, travaillent de façon unilatérale et on a les médias sociaux qui semblent être un autre univers. Moi, j'ai cessé d'écouter les nouvelles officielles parce qu'ils disent toutes la même affaire. Donc, ce qui est scripté, ils disent, moi, ma compréhension, que les journalistes présentent la version officielle. Mais la version officielle, c'est pas nécessairement la vérité. Et la vérité. Ce qu'on doit dire, ça dépend du contexte où on est. Puis, bon, la crédibilité d'une personne ou d'un gouvernement ou d'une société, chaque personne détermine la confiance qu'il leur fait. Puis, tu sais, quand on est dépendant, quand on dépend d'eux, ou on est sous la gouverne d'eux, ou on est menacé par, puis il y a une menace qui est réelle. Moi, là, si je me sens menacé dans une situation ou face à quelqu'un, et par instinct de préservation, je vais dire ce que je peux dire ou ce que je dois dire. Est-ce que tu as entendu parler aux États-Unis que les statistiques de mortalité liées au coronavirus, compilées par le CDC, je vous fais de il y a eu une revision et finalement, c'est seulement 6% des décès qui avaient été annoncés qui sont directement liés à la COVID-19. En fait, ce que j'ai compris, c'est que des cas qui avaient été les décès, qui avaient été associés ou attribués à la COVID, seulement 6% étaient attribués à la COVID seule. 94% des cas avaient des conditions associées qui, en elles-mêmes, pouvaient être mortelles. Donc, c'est un cancer terminal. Es-tu mort de la COVID ou de ton cancer? Du cancer. Si tu n'es plus capable de manger et tu étais au bout, tu es mort en cachexie, à bout de faim, parce que tu n'étais plus capable de manger, puis tu t'es exposé pour la COVID,
est-ce que c'est ton état de cachexie ou la COVID qui t'a fait mourir? Si tu t'es suicidé, tu avais la COVID, est-ce que c'est la COVID qui t'a tué ou c'est le suicide? Si tu meurs d'un accident de moto, puis ils testent pour la COVID, puis tu étais porteur, es-tu mort de la COVID ou d'un accident de moto? Donc, c'est clair que quand on se met à regarder la situation, je pense qu'il y a lieu de se poser des questions. Hein? Moi, je m'en suis posé. Puis écoute, dans cette situation-là, j'ai fait des recherches, j'ai fait mes recherches, et j'ai passé des heures et des heures à étudier la question. Ça m'a posé une profonde préoccupation. Puis je me suis demandé, là, qu'est-ce que je fais? Je suis une personne responsable, je suis un médecin. Okay? J'ai envoyé des informations que j'avais trouvées au collège en leur disant, écoutez, là, la position que nous allons prendre, ça va être déterminant. Hein? Puis, j'ai eu des accusés de réception et c'est tout. Quand la compagnie Novartis nous envoie des mises en garde quant à l'utilisation d'hydroxychloroquine, puis les médecins qui vont la prescrire vont être fichés. Ah ouais, c'est carrément une menace à peine voilée, là. Parce qu'on n'a pas l'indication. Les avis que les compagnies pharmaceutiques envoient aux médecins, les mettent en cause. Moi, est-ce que des avis de compagnies pharmaceutiques, est-ce que c'est cautionné par le Collège des médecins ou c'est pas nécessairement? La compagnie pharmaceutique sont responsables de donner les informations sur leurs produits, sur les études qu'ils ont et sur les données qu'ils ont, pour qu'on puisse avoir les données. Mais un médecin qui prescrit un médicament, il est supposé savoir qu'est-ce qu'il prescrit, qu'est-ce que ça fait, c'est quoi l'effet recherché, comment ça fonctionne autant que possible, c'est quoi les effets secondaires, puis qu'il puisse en informer le patient pour qu'on puisse dire est-ce qu'on a l'effet recherché ou non. S'il y a des effets secondaires ou des effets toxiques, on puisse les déceler. On a un suivi, idéalement. Hein? Puis, on le fait. Continue avec le chloroquine, avec l'avis d'une compagnie pharmaceutique qui te dit que tu vas être fiché si tu prescris. Moi, je pense qu'un traitement est ce que je peux offrir de mieux au patient. Je vais lui dire, je pense que je peux vous offrir de mieux, c'est ça. Êtes-vous prêt à le prendre? Et voici pourquoi on vous le donne. Voici les effets qu'on recherche. Voici les effets qu'on redoute. Puis voici comment on va faire pour minimiser ça. Puis, on a une entente avec le patient. Puis, moi, là, ma responsabilité, c'est la mienne. Le patient, il ne poursuivra pas. Il va poursuivre moi s'il y a un problème. Puis qu'il y a eu une faute. Parce qu'il peut y avoir eu une faute. Il peut y avoir juste pas eu le résultat qu'on souhaitait. Mais c'est moi qui est responsable. Et à la limite, quel est le pouvoir? On rentre dans zone chaude. Quel est le pouvoir de la compagnie pharmaceutique, des compagnies pharmaceutiques sur les médecins? Est-ce qu'il y a un rapport de force? Est-ce que, comme tu dis, tu peux être fiché si tu prescris de la chloroquine, puis les autres, ils ne veulent pas que tu prescrives de la chloroquine? Mais tu ne pas ça. OK. Je pense pas qu'ils ont je pense, en tout cas, ils ne vont pas le dire comme ça. Ils vont le formuler d'une façon, ça peut être correct. Nous n'avons pas d'études pour appuyer l'utilisation. Ça encore là, le professeur Raoult, il l'a souligné, puis d'autres l'ont souligné. Il y a des études qui datent de la SRAS, le premier SARS-CoV-1, où il y avait eu la démonstration que l'hydroxychloroquine qui agit de façon intracellulaire diminue la réplication virale par le biais du zinc, dont l'entrée est favorisée à l'intérieur de la cellule par l'hydroxychloroquine, et le zinc inhibe la réplication du virus. Donc, on diminue la réplication du virus, on diminue la charge virale. Ça peut aider à favoriser une récupération et une meilleure défense contre ce virus-là. C'est ça la rationnelle de l'utilisation de l'hydroxychloroquine associée au zinc. L'autre médicament qui est l'azithromycine, qui est associé à ça, qui est un antibiotique, c'est probablement, bon, encore là, est-ce que ce médicament-là agit de façon intracellulaire parce qu'ils ont des sites où ils agissent, et puis les mécanismes d'action, il y a moyen d'essayer de les comprendre et de les élucider. C'est une chose de dire, bon, il y en a qui vont tirer une balle, puis ils vont pouvoir te dire exactement à quelle vitesse qu'elle tourne, qu'elle vire, puis qu'elle avance, puis quel impact, combien de joules que ça va avoir quand ça va frapper la cible. Puis il y en a d'autres qui vont dire que ça va le tuer. Ça dépend de ton intérêt. Ça dépend de ta compétence. Une balle, ça va tuer. As-tu besoin de savoir tout le calibre, puis quel genre d'arme, puis ci, puis ça? Une fois que la balle est tirée, là, si elle frappe la cible, là, puis ça tue, ça tue. Et en médecine, là, on ne peut pas prétendre tout savoir. On y va avec notre expérience et l'efficacité qu'on a. Et il reste qu'il y a des mécanismes qu'on peut connaître ou pas, mais qu'on espère qu'on connaît le plus possible parce que ça dépend de notre intérêt encore. Mais, quand on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on fait. Mais les gens qui ont le COVID au Québec, on les soigne avec quoi? Si la chloroquine est... la chloroquine, tu as le droit de la prescrire,
Mais ce que tu me disais en jasant avant d'entrer en ondes, c'est que les pharmaciens n'en ont pas. Ou, Moi, j'ai pas eu. Ben écoute, j'ai fait une prescription d'hydroxychloroquine à une personne qui avait des symptômes de COVID, qui était en attente d'avoir son résultat, puis qui était dans un contexte épidémiologique là, où il était à haut risque de l'avoir. Hein? J'ai dit, pourquoi tu ne prends pas en attendant d'avoir ton résultat? Puis il l'a pris, il allait mieux. Okay? Dès qu'il a eu son résultat de test, qui était négatif, ça a changé la donne. Puis, mais ce qui a surtout changé la donne, c'est quand il a écouté les nouvelles. Parce qu'aux nouvelles, il entendait dire que c'était dangereux. Donc, il a eu peur. Okay? Même s'il n'y a pas eu d'effet secondaire et il y a eu un effet bénéfique, l'information qu'il y a eu aux nouvelles a été assez pour lui faire peur pour qu'il cesse le traitement. Parce qu'aux nouvelles, que j'écoute pas, ils disent que l'hydroxychloroquine, c'est dangereux. C'est dangereux. Et toi, tu l'as prescrit, mais est-ce qu'un médecin, là, maintenant, dans le cours normal des choses au Québec, peut la prescrire? Si je comprends bien, oui, mais est-ce qu'elle va être disponible en pharmacie? Possible que non. Ben moi, je ne peux pas te répondre à ça, je n'ai pas cette expérience-là. Il faudrait demander à ceux qui ont tenté de le faire, s'il y en a. Okay? Mais, tu sais, moi, je serais très à l'aise d'avoir cette discussion-là avec un patient, puis d'essayer d'arriver à une conduite. Puis je serais très à l'aise d'appeler mon pharmacien et de voir avec lui si je pensais que c'était indiqué, mais je n'ai pas encore été dans cette situation-là, cliniquement parlant. Donc, ceux qui le sont ou qui l'ont été, je ne sais pas comment ils gèrent ça. Là, premièrement, est-ce qu'ils veulent l'essayer ou ils veulent le prescrire ou ils trouvent ça justifié de le prescrire? Les médecins qui ont voulu s'avancer et dire qu'ils l'avaient utilisé et qu'il y avait eu des bons résultats, ils ont été censurés. Fait qu'avec à la lumière de l'information que tu as actuellement, Pierre, je veux revenir avec les masques. Si tu étais Horacio Arruda, premièrement, peut-être que tu aurais des choses que tu ne sais pas là. Mais est-ce que tu ferais marche arrière? Tu recommanderais de faire une marche arrière dans cette mesure extrême, jamais vue au Québec, en Amérique du Nord, qui est en train de bouleverser les vies? On en a parlé un peu tantôt. Est-ce que tu ferais marche arrière? On vous demanderait de ne pas porter plainte au Collège des médecins. Les gens, là, on jase comme ça. Parce que ça peut créer plus de tort que de bien, ça, finalement. Là. Je ne suis vraiment pas dans la peau du docteur Arruda. Puis, comme tu dis, comment il prend sa décision, qui le conseille, comment il y arrive, je ne sais pas. C'est clair que la confiance envers les autorités sanitaires, la confiance envers le gouvernement, la confiance envers les médecins. Okay? Est-ce qu'on va regretter d'avoir eu confiance en ces gens-là avec le décours des événements? J'ai peur que oui. J'ai peur que oui. J'ai peur que... Moi, ma crainte, là, c'est que à un moment donné, quand on est obligé de réaliser qu'on s'est trompé sur quelqu'un. Okay? Puis là, les motivations et les intentions, c'est une chose. L'information qu'on a pour prendre nos décisions, c'est d'autres choses. Si moi, je suis mal informé, là, je peux être bien intentionné, mais mes décisions, elles ne sont pas bonnes. Comme je t'ai dit, si ma règle n'est pas bonne, là, puis puis je travaille sur un chantier, puis je coupe des planches, là, la charpente ne sera pas droite. Ça va être croche. Puis je pourrais dire, mais écoute, j'ai bien mesuré, puis j'avais ma règle, mais ta règle n'est pas bonne. Puis les autres n'ont pas la même règle que moi. Donc, puis dépendamment de ce quoi on parle. Mais là, on est en train de parler d'une économie, d'une société, de l'information. Est-ce qu'elle est fiable? Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle permet aux gens de se gouverner, de prendre des décisions qui sont bonnes pour elles? Et au point de vue de la santé publique, tu penses que c'est sous cet angle-là que tu penses qu'on pourrait regretter d'avoir écouté? Mais écoute, on met une loi qui oblige les gens. Et comme je t'ai dit, c'est moi, je suis sur un peloton d'exécution. Je suis un soldat, puis je suis aux ordres. C'est toi en avant. Puis on me demande de tirer. Je vais tirer, mais je te manquerai. Merci. Pourquoi? Parce que tu ne m'as rien fait pour que je te tue. Puis j'ai une conscience. Puis je suis responsable. Les autres qui sont dans la ligne, là, j'ai aucun pouvoir sur eux autres. Mais je vais être capable de te regarder dans les yeux. Peut-être que tu vas mourir, mais je vais savoir que ce n'est pas ma balle qui t'a tué. Malheureusement, il y a beaucoup de victimes collatérales au Québec. En fait, c'est mondial, hein? C'est à peu près tous les pays. Il y a des mesures. Tu parlais de Dr. Fassi tantôt. Il paraît que, bon, il faudrait vérifier, là. Non, mais c'est pas tous les pays. Il y a certains pays où ils ont beaucoup d'hydroxychloroquine parce qu'il y a beaucoup de malaria. Oui. Puis encore là, tu sais, ils ont peut-être d'autres traitements. Il paraît qu'en Madagascar, ils ont des plantes et des produits qui sont efficaces. Bon, moi, je dis souvent au monde, si j'avais le remède pour le cancer, puis qui ne coûtait rien, est-ce que je pourrais le mettre sur le marché? Dans le doute. Il m'arriverait quoi?
soit que tu serais acheté, soit des menaces ou du chantage. Je pense que je serais mort parce que tu ne pourrais pas m'acheter. Alors, on est dans ce contexte-là. Hein? Puis, si j'avais le remède, okay, puis je voulais l'offrir à un patient, hein, puis le patient il dit, vous avez un remède? Je dis oui. Mais pourquoi vous ne le dites pas à tout le monde? Parce que je ne peux pas. Est-ce que le patient croirait ça? Il dit, moi, je le veux, votre remède. On a un dilemme. Hein? Il y a des intérêts, c'est clair qu'il y a des intérêts. Puis on est dans une situation d'exercice de pouvoir. On est en train d'exercer un pouvoir sur la population. Okay? De la peur. Il y a des menaces. Il y a des lois. Il y a des contraintes. Puis il y a une réalité qu'on est en train de vivre collectivement. Okay? Moi, je ne suis pas inquiet de mourir de la COVID. Je n'ai pas peur de mourir de la COVID. Si vous m'offrez le vaccin ou la maladie, je vais prendre la maladie. Moi aussi. Hein? Bon. Okay? J'ai plus peur de mon téléphone. Qui peut te rendre malade. Ouais. Mais qu'est-ce que tu penses que... Ouais. Je m'excuse, j'ai coupé. Qu'est-ce que tu penses de... Tu penses que c'est le président de la Biélorussie qui disait que s'est fait offrir le pays, tu sais, un prêt, je pense que c'est 90 millions, quelque chose du genre, pour confiner son monde. Il dit non, no way, je confine pas mon peuple. Et je pense qu'ils ont multiplié par 10 la mise. Il dit no way, je suis pas achetable. Est-ce qu'ils ont fait ça partout? Qu'est-ce qu'ils ont fait au Québec? Ben écoute, là, si tu demandes à un menteur, s'il est menteur, tu vas avoir quoi comme réponse? Un mensonge. Bon. C'est comment faire? C'est ça. Deux personnes. Un qui dit toujours la vérité, qui est honnête, puis l'autre qui est menteur. Mais tu sais pas lequel est lequel. Mm-hmm. Hein? Puis tu veux savoir quelque chose. Hein? Tu demandes à un, tu vas avoir la vérité. Tu demandes à l'autre, tu vas avoir un mensonge. Tu as juste le droit de poser une question. Qu'est-ce que tu poses comme question? Donne ma langue au chat, je ne sais pas. Qu'est-ce que l'autre dirait? Puis tu vas avoir deux mensonges. Donc là, dans un contexte où il y a un menteur à quelque part, tout ce qu'on va entendre, là, c'est des mensonges. La vérité, aujourd'hui, là, la vérité, là, moi je dis souvent, là, la meilleure manière de se faire haïr, c'est de dire la vérité. Si on vit dans un mensonge, je le sais. Si on vit dans un mensonge où on est obligé de mentir pour vivre, plus tu sais mentir, plus tu réussis dans la vie. Il n'y a pas plus menteur qu'un vendeur. Si tu as quelque chose à vendre, sois un bon menteur. Les gens ont besoin d'entendre des mensonges? Ben, je pense que, comme je te disais, là, on ne pourra pas. Écoute, moi, quand je suis dans mon bureau, là, les gens ne me disent pas toute la vérité. Là. Si je demande à madame, là, comment ça va chez vous avec votre mari? Ça va bien, docteur? Ah oui, vous êtes sûr? Ben oui, ben oui, ben oui. J'en parlerai pas, parce qu'elle ne veut pas m'en parler. Mais je sais qu'il y a un problème là. OK? Oui. Donc, j'extensionne. Les gens, pour qu'ils puissent s'ouvrir, puis ils vont s'ouvrir, puis on ment à nous-mêmes. Le pire mensonge, c'est celui qu'on fait à nous-mêmes. Tout à fait. Okay? Mais pour qu'on soit capable d'être vrai, on a besoin de se donner un cadre, un contexte où on est en sécurité et qu'on est aimé. Puis là, ça vaut la peine. Mais tant qu'on n'est pas en sécurité, tant que tout ce que vous direz pourra être et sera retenu contre vous, ben, on est peut-être mieux de rester silencieux. Pierre Thériault, il nous reste 1 minute et demie. Je vais garder ça en moins de 60 minutes. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux autorités comme conclusion? Ben, écoute, moi, je ne pense pas que la solution va venir des autorités. Présentement, je pense que les autorités ont le problème et à la limite sont le problème. Je pense que la solution va venir des gens. Donc, de voir les gens qui se soulèvent, c'est pas quelque chose... Je pense que de voir les gens qui sont capables de réfléchir et qui sont capables de se parler, parce que là, effectivement, aujourd'hui, ce qui est le plus difficile, c'est est-ce qu'on est capable d'en parler posément, sans être une menace pour l'autre. Puis partager l'information qu'on a. Moi, les gens que je rencontre, je leur demande, puis il y a combien de gens que vous connaissez personnellement autour de vous qui sont morts de la COVID? J'en ai pas rencontré. Non, moi non plus. Puis je demande aux gens, bon, mais vous, personnellement, là, combien de gens que vous connaissez là, qui souffrent de la COVID, qui ont eu un test? J'en connais pas non plus. Mais les gens que je croise, qui souffrent des contraintes, j'en vois tous les jours. Malheureusement. Alors, le message est passé. Pierre, c'est tout le temps qu'on a. Pierre Thériault, ça a été un honneur de t'avoir comme invité. Ben, Daniel, j'espère que les propos et les échanges qu'on a, ça va aider. Et le but, c'est d'aider. Oui. Et j'espère que ça peut être apaisant. Si tout dépend de nous,
on est en bonne main. Ça va faire réfléchir. Espérons-le. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, j'espère que vous avez apprécié. Gênez-vous pas pour liker cette entrevue et surtout partager en grand nombre. Merci. Merci, Pierre Thériault, et bonne fin de soirée. Merci. Je vais trouver la façon d'arrêter ça. Au revoir.